Beaucoup d'éditions, de revues sur la peinture, les loisirs créatifs vont nous présenter les étapes pour arriver jusqu'à la réalisation d'un tableau, d'une aquarelle, d'un pastel. Ces étapes, lorsqu'elles sont un peu stéréotypées, c'est pas très bon, on va pas tous faire la même chose. La même chose se voit aussi dans des vidéos, soit en accéléré. Pour arriver à un résultat, il peut y avoir toutes sortes de chemins par lesquels on va passer. Peut-être que c'est le résultat qui va compter, la poésie ou pas qu'on va y trouver. Si c'est pour arriver dans tout cet enchaînement de choses à une représentation photographique sans intérêt, c'est lassant à force de voir le même type d'image un peu partout. Cette réalité qui est imitée très bien souvent d'ailleurs, ou de manière très maladroite aussi très souvent. Au final, est-ce que ça vous intéresse? Moi, ça m'intéresse pas trop. Je préfère avoir des coups de cœur sur des choses qui vont avoir de la force, de la sensibilité, où il va se dégager tout un univers et qui nous transporte. L'important, c'est de pouvoir se laisser transporter. C'est beau parce que c'est ressemblant, tout ça a ses limites. L'inventivité qu'il peut y avoir dans le bidouillage, dans les manières de procéder, ça aussi, si ça ne va pas plus loin que ça, c'est une cuisine un petit peu vaine finalement. Dans les différentes couches préparatoires, on peut parler de stratégie. Il va falloir anticiper sur ce qui va se produire ensuite. Et là, il y a tout un état d'esprit subtil où il va falloir jouer en finesse. Il y a une chose qu'il faut relever, c'est que dans les ateliers pour enfants, on va aussi procéder avec des étapes, les initier aux arts plastiques. Donc on appelle ça des ateliers d'art plastique pour enfants, où on va lui faire découper, on va lui faire des collages, couler de la peinture, la projeter, l'imprimer avec un tampon, tout un tas de démarches, d'applications différentes pour arriver à un résultat. D'autre part, si l'on observe l'art contemporain, on va constater aussi que ce monde-là s'intéresse beaucoup aux différentes étapes d'élaboration d'une œuvre. Ce monde-là va considérer que l'idée, les procédés sont plus importants que le résultat, plus importants que la réalisation. Les plasticiens contemporains vont parler de dispositifs opératoires, rien que ça. Donc il faut en prendre et en laisser dans tout ça et surtout se constituer un univers qui est le nôtre avec nos manières donc de procéder, si possible d'inventer, pas de reproduire le procédé d'un autre. Et cette recherche en passant d'une chose à une autre, de faire évoluer son travail est assez passionnant et fait partie intégrante des outils qui sont à notre disposition pour travailler. Les chemins par lesquels un tableau se réalise sont propres à chaque peintre. Bienvenue dans votre atelier dessin-peinture. C'est à vous d'inventer la genèse de chacune de vos toiles. Tous les chemins mènent à Rome, comme le dit le proverbe. Voici quelques principes, quelques pistes. Ici, l'histoire commence par un dessin au fusain qui est fixé sur cette petite démonstration avec un médium à peindre très dilué d'essence. Un simple coup de chiffon enlèvera les restes poudreux et salissants du fusain. J'applique ensuite ce même médium sur les surfaces de la toile non couvertes par le dessin. Dessin qui petit à petit devient une peinture. Peinture entre guillemets. Comprenez qu'il y a un monde entre la nature graphique d'un dessin et la nature picturale d'une peinture. Le mode peint n'est pas véritablement un dessin colorié. La matière picturale tient d'un autre mode d'expression aux ressources différentes. C'est un débat très ancien entre les peintres, une sorte de quadrature du cercle.
Pour passer de l'état de croquis au fusain à un tracé plus précis, vous pouvez utiliser un pinceau et retracer avec le médium un trait plus fin à l'intérieur du trait épais du fusain. Ensuite, lorsque vous allez nettoyer, vous allez donc retrouver uniquement ce trait affiné. Vous pouvez aussi reprendre votre croquis avec une plume. À certaines époques, des peintres ont travaillé avec de l'encre de Chine. Vous avez aussi un feutre d'encre permanent qui ne va pas se diluer avec les premières couches de peinture. La plume va vous permettre vraiment des finesses, des précisions, ce qui n'est pas le cas dans cet essai. Mon dessin reste assez vague. Imaginez bien que la reprise à la plume peut vous permettre de mieux définir des personnages, des scènes plus pointues, avec des objets, des perspectives. Et ce dessin à la plume ou au feutre permanent ne va pas se diluer avec vos premières couches de peinture, vos premiers jus. Sachant que le problème, lorsque l'on peint, c'est qu'on recouvre notre dessin et qu'il faut sans arrêt redessiner lorsque l'on peint et recommencer plusieurs fois ce dessin. Dans ces différentes démonstrations, on voit que chaque étape recouvre l'entièreté du tableau. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une table sur laquelle on met une première nappe, donc on recouvre entièrement cette table. On met une seconde nappe, on recouvre encore entièrement cette table. Et chaque nappe va correspondre donc à une étape, à une évolution du travail qui se fait à chaque fois globalement. Si bien que dès la première étape, l'ensemble de l'espace du cadre s'établit. Le tableau est presque fini entre guillemets et il va donc évoluer comme ça progressivement mais toujours d'ensemble. Et toujours avec cette vision d'ensemble. On peut aussi, tout au contraire, on va travailler une partie, la finir, passer à une autre partie, la terminer et ainsi de suite remplir son tableau. Je préfère la première méthode. Elle est plus difficile dans un premier temps à pratiquer parce que c'est une habitude d'établir toujours les choses d'ensemble et les faire évoluer toujours d'ensemble. C'est une démarche qui ne peut pas se pratiquer d'emblée parce qu'elle demande quand même beaucoup d'exercice. Et bizarrement, le fait de travailler d'abord un détail et puis d'évoluer comme ça en laissant l'espace vide autour, il faut en réalité une grande maîtrise pour arriver à ne pas se casser la figure avec cette entre guillemets méthode-là. Comme beaucoup de peintres qui travaillent dehors, je réalise d'abord un dessin, une mise en place au fusain. Ensuite, j'applique des jus de fond qui recouvrent la blancheur de ma toile avant d'appliquer la pleine pâte et de réaliser vraiment mon tableau. Ce travail en extérieur m'oblige souvent à réinterpréter le paysage que j'ai devant moi. Je réétablis les grandes masses, les grandes directions. Ce qui va rester de ce premier travail, c'est les fondations de ma peinture et c'est ce qu'on va remarquer lorsqu'on va s'éloigner du tableau, cette entre guillemets construction, ces équilibres entre les masses sombres, les masses claires, différents éléments graphiques qui font que ma toile va tenir ou pas. Donc je m'applique en premier lieu très longuement à établir toutes ces fondations de mon tableau. Donc je passe quelquefois beaucoup plus de temps à installer mon dessin que de peindre. Plus mon tableau est bien installé dans l'espace du cadre, moins j'aurai de difficultés à peindre et à poser mes couleurs. Et donc je commence ma peinture par fixer cette poudre de fusain. L'intérêt de cette poudre de fusain, c'est qu'elle est malléable et que je peux en permanence l'effacer, la retravailler, l'enlever complètement, recommencer. Les notions de dessin et de composition ont une grande importance et je vous renvoie sur les vidéos qui vont traiter uniquement de ces sujets-là. Il y a une bande un peu sombre ici, une autre ligne de perspective des arbres ici, et puis un rythme des 4 arbres
avec celui-ci qui sort un peu du tableau et le dernier qui rentre à l'intérieur du tableau. Voilà, donc l'œil va d'ici, s'échappe par ici. À présent, voici une petite démonstration sur bois avec des médiums, un noir et un blanc. Et je vais travailler en niveau de gris et par masse. Donc je vais dans cet essai éviter les contours et vous voyez travailler directement par masse. Parce que là, il y a une notion aussi de plein et de vide. Le plein étant appliqué avec une base noire, les espaces vierges, la découpe des blancs qui vont circuler autour de ces masses noires. Vous voyez que je peux me reprendre, remonter une masse qui est à mon avis trop basse, effacer d'autres parties, sachant que la couche que j'ai appliquée au départ m'aide à glisser et à effacer. Les pigments vont moins attacher sur ma surface. J'ai appliqué donc une couche de médium. Alors ici, il s'agit de noir et le blanc parce que beaucoup de peintres ont d'abord commencé à établir le dessin. Donc c'est une étape importante où on ne pense qu'au problème du dessin. Et puis, lorsqu'on commence à envoyer des jus de fond, on va essayer de régler le problème des valeurs. Donc de toute cette gamme de tons qu'il peut y avoir entre le clair et le foncé, et ainsi établir comment se distribue la lumière, se distribuent les clairs, les foncés, les familles de très sombres, les familles des très clairs, les familles de tons moyens. Toutes ces étapes sont non seulement l'évolution du tableau, mais permettent aussi de s'attaquer à un des problèmes. C'est-à-dire qu'il y en a tellement de problèmes à régler avant même de penser à la couleur qui va s'intégrer évidemment à toute la problématique qu'on va installer, puisqu'il va y avoir des couleurs sombres, des couleurs claires, et qu'on peut difficilement séparer les éléments plastiques entre eux, couleurs jouant avec les formes, on ne peut guère les distinguer. Vous voyez que petit à petit, là, je joue le peintre valoriste, c'est-à-dire des peintres qui ont, pendant quelques siècles, travaillé les valeurs, sachant que si un tableau est bien construit en valeurs, les couleurs qui vont suivre ces valeurs, parce qu'il va falloir peindre des couleurs et les ajuster sur la valeur du dessous, donc ce modèle en niveau de gris va aider à installer la luminosité de chacune des couleurs, les guider. Beaucoup de peintres dans leurs écrits nous expliquent qu'il vaut mieux être juste en valeur que juste en couleur. On peut avoir des couleurs fausses, mais si les valeurs ne sont pas justes, la lumière est fausse et donc on a plus de problèmes. Et aussi il y a une sorte de liberté possible dans la couleur qui est intéressante dans la mesure où on respecte vraiment ce dégradé entre le foncé et le clair. Vous voyez qu'ensuite, par-dessus ce premier jus de fond qui est noir et blanc, je vais pouvoir appliquer des espèces de glacis très légers avec de premières couleurs. Et vous voyez qu'il peut y avoir deux sortes de jus de fond. Un qui va traiter des valeurs et ensuite des couleurs. Vous pouvez éviter cette étape et modeler votre peinture directement avec la couleur. Dans cette démonstration, on n'utilise pas le dessin au départ, on va attaquer notre travail directement avec de la couleur et avec
en remplissant des surfaces petit à petit. Je passe souvent par l'étape dessin, mais pour aller directement vers la couleur, directement vers des tâches qui vont se déterminer les unes par rapport aux autres, il faut quand même avoir ce sens du dessin, ce sens de la couleur et de la composition, même si on ne passe pas par une étape où on va justement séparer tout ça et dessiner. Une des nombreuses pistes possibles dans les premières étapes d'un tableau, c'est de peindre systématiquement dans la même orientation les touches de pinceau. Cette possibilité a été utilisée au Moyen-Âge, dans certaines époques, dans la peinture à fresque, c'est-à-dire un remplissage avec des hachures qui se touchent et qui finissent par remplir. En tout cas, dans cette étape de fond, qui va réapparaître par endroits lorsqu'elle sera couverte par des futures étapes, on va apercevoir comme un mouvement général, une trame dans la sous-couche. Cézanne, par exemple, a travaillé pendant une grande période avec un système de touches verticales qui parcourt tout l'ensemble de ses tableaux. Dans ces méthodes d'approche étape par étape, on ne va pas écarter bien sûr la technique des glacis, où là il est possible de laisser durcir complètement sa peinture et d'intervenir plus tardivement avec des couches transparentes qui vont modifier par filtre, en quelque sorte, les couleurs du dessous. Dans ce nouvel exemple, vous allez voir que mes jus de fond sont de couleurs différentes ou même inverses aux couleurs finales. Des rougeurs sous les verts, de l'orangé sous le ciel. Par contre, dans l'évolution de mon tableau, j'ai besoin de transparence pour les fleurs, pour leur donner plus de vivacité. J'ai peint un fond blanc et j'ai peint les fleurs avec des glacis, des couleurs qui ne sont pas mélangées au blanc, un peu comme dans un vitrail, et le violet est comme ça beaucoup plus lumineux. Sur cette image, on voit simplement qu'avec une même couleur, le même pigment, on va obtenir quelque chose de différent, des teintes différentes, soit en diluant cette couleur transparente avec un médium diluant qui fait qu'il devient clair par transparence et qui laisse apparaître de plus en plus le support qui est blanc. Ensuite, on voit qu'en mélangeant cette même couleur avec de la peinture blanche, la couleur est très différente, elle est plus terne, elle est moins lumineuse. Je passe souvent beaucoup de temps à choisir mon point de vue, le cadrage de ce point de vue et donc d'établir les grandes lignes de mon tableau. Là, vous excuserez l'accoutrement, il y avait beaucoup de soleil et un ami m'a filmé dehors en train de travailler. À l'époque, je n'avais pas de chapeau. Là, c'est l'installation du dessin au fusain et je vais beaucoup m'appliquer sur le sujet principal, puis ensuite venir appliquer des lignes mélodiques autour de ce sujet principal. Vous voyez que le fusain s'efface très bien avec un pinceau, avec un chiffon. On peut enlever des parties, les reprendre complètement. Voilà, ça c'est le cas. Il y a une reprise sur une partie que j'ai effacée. Et vous voyez que j'établis des masses les unes, je les fais couler les unes à côté des autres pour que l'œil se promène agréablement dans l'espace. Je commence à fixer mon dessin une fois qu'il est bien établi. Vous voyez qu'il y a des lignes en bas qui appartiennent pas au centre de la composition, qui vont simplement l'accompagner. On a une partie centrale qui est celle où l'œil va pouvoir détailler des éléments. Alors la couleur, c'est vraiment très important de bien la connaître, de bien la travailler. La peinture à l'huile permet de travailler sa couleur longuement. Là, je cherche différents verts et souvent, par mélange, j'établis les différents verts que je vais installer dans mon tableau. Je les mets en petits tas comme ça, où je vais donc puiser dans ces mélanges et non pas dans la couleur pure de la palette. Donc je vais essayer de m'approcher ici le plus possible des couleurs naturelles, sachant que les verts c'est pas la partie la plus simple de la couleur. Le vert et la peinture c'est vraiment presque antinomique parce que une peinture est comme en quelque sorte cuite et tout ce qui est cru comme couleur est un peu difficile ou alors peut être tout à fait voulu. Il y a des peintres contemporains qui travaillent avec des couleurs très très crues et qui sont pas mauvais
du tout, au contraire. Je casse beaucoup ces couleurs vertes, je les utilise presque jamais sorties du tube, parce que pour moi la peinture, j'ai une volonté d'être doux dans la couleur. Et par contre, je cherche la force dans le dessin, dans la composition, dans les masses. Et je vais travailler par famille de couleurs. C'est-à-dire que tant que j'ai du vert sur mon pinceau, je vais étudier tous les verts. Je vais étudier ensuite tous les bleus, toutes les couleurs chaudes, toutes les couleurs lumineuses, pour les équilibrer dans mon tableau. Donc ces couleurs peuvent devenir de plus en plus vives quand même, elles ne sont pas nécessairement proches du gris. Ça peut créer des contrastes d'avoir des couleurs vives aux côtés de couleurs plus tenues. Et vous voyez une chose, c'est que souvent j'aime bien redécouper les surfaces avec les parties qui les enserrent. Voilà, je termine souvent par les arrière-plans parce que j'ai toujours peur de faire trop de détails dans les arrière-plans pour bien éloigner le fond du tableau. Si je mets trop de détails, ils vont revenir en avant. Je cherche, on n'est pas obligé, mais moi je cherche souvent la profondeur. Je termine souvent par le ciel qui va découper l'horizon, par le vide, les objets qui peuvent se superposer au ciel. J'ai l'air d'une bonne sœur avec mon t-shirt sur la tête. Tous ces procédés, ces étapes par lesquelles on fait passer une œuvre ressemblent à des sortes de rituels. L'objet étant de dépasser ces démarches pour atteindre quelque chose de supérieur entre guillemets. Donc je pense à des travaux qui vont être détruits mais qui restent dans la personne qui a fait l'effort et qui a appris la patience par exemple en faisant. Vous voyez qu'on est dans un secteur du métier là qui est très large et qui est très ouvert. Plus on l'ouvre, mieux c'est. Plus on cherche soi-même, mieux c'est aussi. Moins on se répète dans une habitude trop forte, peut-être que ça aussi c'est mieux. Il y a aussi des disciplines où le rituel est très marqué, très codifié, comme par exemple les icônes, où là le moindre passage, la moindre étape correspondent à tout un tas de symboliques dans laquelle celui qui fait la démarche est appelé à s'élever ou de se rapprocher d'une divinité. Voilà, le panorama est très vaste. Beaucoup de peintres commencent leur travail sur non pas une toile blanche mais une toile déjà colorée qui permet d'ajouter des tons clairs comme des tons plus sombres. À chaque étape, je me préoccupe d'une problématique différente à chaque fois. La composition pour commencer avec le dessin. Quelquefois, je trace quelques lignes qui correspondent au format, à la charpente du format, pour que mon dessin s'inscrive dans le rectangle, dans le format choisi. Format que nous verrons, il en existe beaucoup de différents et à chaque format différent correspond des réalités géométriques différentes. Et donc le souci d'une composition, c'est de totalement épouser ce fameux format, le caractère de ce format. Ça, c'est des notions que nous verrons plus tard dans tout ce qui concerne la composition. Je commence à établir des masses sombres, voir comment elles équilibrent le tableau, et j'établis mes jus de fond, donc souvent avec des couleurs différentes de la couleur finale. Le ciel par exemple est orange, couleur complémentaire du bleu, ce qui va donner à mon ciel plus de luminosité. Sous mes verres, j'ai la complémentaire aussi avec le rouge, donc entre chaque touche on va apercevoir un peu de chaleur sous les verres, ce qui va à la fois les réveiller et à la fois les atténuer, sachant que donc ces verres sont vraiment, quand on est paysagiste, on ne peut pas y échapper. J'aime bien le vert personnellement parce que c'est une couleur apaisante et je cherche souvent l'apaisement.
Toutes ces notions-là sont propres à chacun, puisque selon notre tempérament, on aura envie d'utiliser toutes ces données de manière différente. C'est une notion importante que de ne pas suivre les façons de faire d'un peintre, parce qu'il a des objectifs qui déterminent sa personnalité à lui, et donc il ne faut pas lui voler ses techniques, ses façons de faire. Moi j'aime le dessin, ma formation a été beaucoup axée premièrement sur le dessin, donc j'ai pas d'hésitation à forcer en fait sur le dessin. Vient ensuite le travail en pleine pâte, c'est-à-dire que là on va couvrir un peu plus la toile pour éviter cette matière entoilée qui peut ressembler à un canevas. Les procédures, les étapes de travail, les opérations plastiques sont très intéressantes à visiter. Tout d'abord parce qu'on n'est pas des bœufs, on est capable d'invention, on est capable de ne pas suivre une méthode qui est donnée, de s'enfermer dedans. On est capable de considérer que ce champ d'opération n'est peut-être pas intéressant pour lui-même et en lui-même, qu'il y a une destination qu'on cherche à donner, le fruit peut-être d'un sentiment qu'on a reçu et qu'on veut émettre, une impression qu'on a reçue et qui est très difficile à restituer dans un travail. C'est pour ça que la démarche par laquelle on passe peut nettement nous aider à être fidèles jusqu'au bout à cette impression qu'on a reçue de la nature par exemple pour arriver à la restituer. Donc cet univers-là est vraiment essentiel. Il nous faudrait plusieurs vidéos à chaque fois. Dès qu'on attrape un sujet, il y a tellement de ramifications qui partent de tous les côtés que ça devient très compliqué parce qu'on ne peut pas parler de tout en même temps. Et si on parle de choses une à une, on les enlève de certains contextes qui pourraient être intéressants, on les coupe d'une continuité qui existe réellement et où il n'y a pas vraiment de coupure. Je travaille souvent de manière différente, j'aborde un sujet quelquefois avec un processus différent de ce que je viens de vous proposer, sachant que la surprise, quelquefois la prise de risque peut être importante selon les sujets. Le tout c'est d'adhérer à cette réalité qui n'est pas une photographie, cette réalité qui est vivante. Vous pouvez très bien préférer l'aspect quasiment photographique du réel, des finesses avec un souci d'imitation, ce qui n'est pas du tout dans mes préoccupations, mais on est donc tous différents. Les choses qui me préoccupent, c'est plutôt la vie, le côté mouvant des éléments. Le relief aussi m'intéresse, soit une succession de plans ou soit une épaisseur dans les volumes. Le mouvement, la lumière, au travers de cette vision que j'ai du réel, puisque je peins dehors, je m'intéresse plus aux adjectifs qu'à l'imitation des choses anecdotiques. Les différentes strates que j'utilise et qui se perçoivent souvent dans le tableau terminé forment une sorte de palette différente selon si j'ai été studieux, scolaire, qui peut correspondre à des formes d'esprit qui m'intéressent dans l'élaboration du tableau et l'impression qu'elle va susciter. Il peut y avoir des prises de risque qui peuvent intéresser l'histoire entre guillemets que je raconte. Toutes ces superpositions de choses, de méthodes par lesquelles on peut passer, sont en elles-mêmes équivalentes à cette palette de couleurs qu'on peut utiliser. Toutes ces manières d'intervenir forment aussi notre matériau de base pour nous exprimer. Les opérations plastiques, les différentes étapes de travail sont intéressantes à étudier. On ne va pas le faire sur cette vidéo, elle est suffisamment chargée. On le fera plus précisément en regardant ou en étudiant l'acrylique qui, elle, permet de grandes possibilités des opérations dites plastiques. Ça s'appelle comme ça. Cet atelier dessin-peinture est le vôtre, dédié aux jeunes débutants et aux étudiants en arts plastiques souhaitant rencontrer les pratiques picturales historiques
supplanté par le postmodernisme dans les écoles publiques. Seules les formations privées payantes enseignent les fondamentaux et savoir-faire, privilège que cette chaîne, avec des moyens sobres, propose gratuitement.